Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Marie-Lou et aujourd'hui je suis avec Jean-Philippe. Oui, bonjour à tous. Mon fidèle co-animateur. Et justement, aujourd'hui, Jean-Philippe va commencer l'épisode en vous disant quelques nouvelles là, sur le monde des jeux de société. On a pas mal de rattrapage à faire puisque nos 2 derniers épisodes ont été des entrevues. Si vous avez manqué ça, on vous invite à aller voir ça. C'était des entrevues avec les gars de Jack Bro pour le jeu Vikingar et les gars de Sphere Games pour les jeux Formidable et Diversity. C'était très intéressant. Le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, c'est notre visite au café Les Mauvais Perdants de Trois-Rivières. On va vous parler un peu des jeux qu'on a essayés là-bas et de notre expérience en général. Ensuite, on va vous présenter nos derniers achats et on va poursuivre avec nos expériences de jeu. Et pour finir, comme d'habitude, on vous présente un projet québécois. Donc, je vais laisser Jean-Philippe commencer avec les nouvelles. Oui, donc, beaucoup de nouvelles, comme Marie-Lou disait, du rattrapage à faire. Première nouvelle, je pense que c'est pas probablement que vous l'avez déjà vu passer ou ça a roulé de ces derniers temps, mais si jamais vous l'avez pas vu, c'est Gloomhaven qui est sur Kickstarter, la deuxième impression, qu'on n'a pas encore supporté. Je sais pas si je vais le supporter non plus. Ça a l'air intéressant comme jeu, mais il y a un gros hype autour de ce jeu-là en ce moment. Je sais pas si c'est ce qui fait que des fois on est moins, on peut être attiré, mais peut-être moins aussi parce que des fois ça garantit pas non plus la qualité du jeu. Des fois, il y a eu beaucoup de jeux avec des gros hype, puis c'est pas toujours bon non plus. Mais si ça vous intéresse comme jeu, Gloomhaven, un jeu de campagne un peu style Legacy, dans le style de Mage Knight, mais un peu plus, je pense un peu plus simple aussi. Donc, c'est un jeu qui est présentement sur Kickstarter. Puis c'est vraiment, là, faut être conscient que c'est juste une seconde impression du jeu. Donc, il n'y a pas de stretch goal, il y a rien avec ça. C'est vraiment, c'est comme si vous précommandez le jeu. Ensuite, pour Scythe, on vous avait parlé d'une nouvelle expansion qui s'en venait. Il y a le nom qui est sorti, c'est The Wind Gambit, qui va avoir des airships dedans, des bateaux volants. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va venir, je pense que c'est à la fin de 2017 que ça sort. Là. Je me souviens plus exactement. Ensuite, il y a aussi Pandémie Legacy saison 2 qui est présentement disponible en précommande, là, si ça vous intéresse. Je l'ai vu sur quelques sites. Il y a également un jeu qui a terminé sa campagne sur Kickstarter. C'est le jeu de Pirate République, dont un des stretch goals était d'avoir des règles en français. Et tout ça, ça a été traduit par un de nos auditeurs, un Québécois. Donc on trouvait ça bien de le souligner. Et c'est encore possible de faire une contribution pour ce jeu-là, même si la campagne est terminée. Tout ça sur Kickstarter. Ensuite, il y a des événements aussi qui s'en viennent. On a déjà parlé des événements, les journées ludiques de Québec le 20 et 21 mai 2017. C'est possible de se préinscrire via leur site web. Et il y a aussi les Meepolympiades organisées par Professeur Board Game, un petit événement style olympique de jeux de société avec 7 catégories. Vous pouvez former des équipes. Les places sont limitées également. Il a déjà dévoilé une des catégories qui va être les jeux de dextérité. Et il va aussi avoir une zone d'animation de jeux de société animés par Professeur Board Game et zone jeux de société. Oui, et on prévoit justement être là à ces 2 événements. Donc, si vous nous croisez, dites-nous bonjour, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Oui. Et aussi, on voulait souligner l'apparition de Jean-Philippe dans 2 vidéos sur YouTube dernièrement. Premièrement, la vidéo coup de cœur du mois de mars du site de Passion Board Game. Jean-Philippe est apparu là, pour dire c'était quoi son coup de cœur du mois. Puis, c'est des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne du professeur Board Games. Et Jean-Philippe est apparu également dans la vidéo Méca quoi de l'école du jeu. Je te laisse expliquer un petit peu c'était quoi. Ouais, c'était dans le fond, l'école du jeu a lancé une nouvelle série de vidéos qui explique une mécanique de jeu. Là, c'était les placements de travailleurs. Puis moi, j'ai suggéré le jeu Les Pieds de la Terre, donc je vous le resuggère encore, un très bon jeu de placement de travailleurs. Et même, si vous allez voir dans cette vidéo-là, il a réussi à avoir Rado quand même qui parle en français. C'est quand même assez impressionnant. Pour continuer les nouvelles, il y a un scénario solo pour le jeu de Colonis qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Imperial Pose. Pour ceux qui connaissent le jeu, dans le fond, vous allez
juste seulement avoir l'ambassade Envoy pour réaliser des objectifs à chaque ère pour réussir à compléter la partie. Et si vous complétez les objectifs de chaque ère, ben, vous allez remporter la partie et calculer votre nombre de points à la fin. Donc ça a l'air très intéressant et j'ai hâte de l'essayer aussi, cette variante-là. En fait, ce scénario solo-là, parce que la variante solo du jeu en tant que tel, c'était juste de faire le plus de points possible. Et comme vous savez, j'aime ça quand il y a un peu plus de challenge, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va te donner. Et pour terminer les nouvelles, on voulait vous parler d'un projet sur lequel on est en train de travailler, Marie-Lou et moi, et d'autres gens. On est en train de travailler sur un endroit pour jouer à des jeux de société dans une ambiance calme et tranquille à Québec, qui est sous forme de coopérative. Donc, sous forme de coopérative, ça veut dire que vous allez pouvoir devenir membre et contribuer au projet, participer dans les activités de l'endroit. Le projet s'appelle, l'endroit va s'appeler C-Ludo, coopérative C-Ludo. On vous a partagé le lien là, récemment sur Facebook, on va le repartager encore. Là, vous pouvez aller liker, on a fait une page Facebook qui s'appelle Coopérative C-Ludo. Donc, vous allez pouvoir voir un peu plus de détails. Il y a une petite vidéo aussi qui présente de quoi ça pourrait avoir l'air comme endroit. Donc, on vous invite à aller voir ça. Puis ça va être bientôt en campagne de financement sur la ruche. C'est maintenant le temps de vous parler de notre visite au café ludique Les Mauvais Perdants de Trois-Rivières. Donc, on est allé 2 fois dans la même fin de semaine. Premièrement, on a passé une bonne partie de la journée du samedi là-bas. On est arrivé en début d'après-midi, puis on est reparti vers 7-8 heures du soir. On a eu le temps de jouer à beaucoup de jeux, puis on a passé vraiment un beau moment. On va vous en parler un petit peu. Puis, on est aussi retourné le lendemain pour aller à leur bazar de jeux de société. C'était la 2e édition où on pouvait se rendre sur place pour acheter des jeux usagés ou neufs. Donc, premièrement, on va vous parler là, de la journée qu'on a passée là pour jouer à des jeux. Premièrement, en commençant, là, c'est vraiment le genre d'endroit qu'on aime parce que l'ambiance est assez tranquille. C'est un café, c'est pas un pub. Donc, on peut vraiment se concentrer puis jouer à des jeux un petit peu plus compliqués. Comment ça marche, c'est qu'il faut payer un accès jeu de 5$, puis on a accès à la collection de jeux qui est sur place et à l'animation. Là, il y avait 2 animateurs qui étaient là pour nous expliquer les jeux puis nous en proposer. Du côté de la collection de jeux, on l'a trouvée vraiment intéressante. C'est sûr que c'est pas la plus imposante qu'on a vue. Là. Il n'y avait pas des murs et des murs de jeux disponibles, mais par contre, on trouvait qu'il était vraiment bien sélectionné en fonction de la clientèle qui pouvait venir sur place. Puis on a justement discuté de cet aspect-là avec une des propriétaires qui s'appelle Joanie, qui nous a expliqué que justement, là, par exemple, ils n'ont pas le jeu des recettes pompettes parce que, premièrement, ils vendent pas de shooter. Puis, deuxièmement, ben c'est pas vraiment ça le type de clientèle qu'ils recherchent. Donc, ça a été vraiment le fun de discuter avec toi, Joanie, là. On te salue en passant. Du côté là de la restauration, ben on peut boire du café, du bubble tea, de la bière, de microbrasserie de Trois-Rivières, justement le Trou du Diable, qui est très bonne en passant. Puis côté nourriture, j'ai vu qu'il y avait des sandwichs, des salades et des nachos entre autres. Là. C'est très bien situé sur le boulevard des Forges, là, une petite rue parallèle là, à Trois-Rivières. C'est vraiment un beau local. Puis quand on rentre, on a l'impression que c'est plus petit que ça l'est en réalité, mais il y a comme 2 sections qui sont rattachées par un corridor. Fait que c'est le fun parce que ça faisait que dans les sections, c'était un peu plus silencieux parce que c'était pas juste un gros endroit avec de l'écho, c'était comme 2 petites sections. Ça, c'était le fun pour ça. On n'a vraiment pas eu mal aux oreilles là-bas à jouer. Puis aussi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que c'était adapté pour les familles avec des enfants. Je pense qu'il y a un accès jeu réduit là, pour les enfants. Oui, ça se peut. Puis, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des prix pour enfants. Puis aussi, on a vu des petites familles qui étaient là, puis les enfants avaient vraiment l'air de triper sur leur bubble tea. Dans le fond, un thé avec des bulles, dans le fond, là, qui éclatent quand on les croque. Là. Ils avaient vraiment l'air contents d'être là. C'est bon, ça. Donc, on va vous parler rapidement des jeux qu'on a joués là-bas. Jean-Philippe, je te laisse commencer. Ouais, on va faire un petit survol. On veut pas rentrer dans les détails des règles et tout ça. C'est plus des premières impressions.
Si jamais les jeux vous intéressent, vous allez en savoir plus, ben allez, on va mettre les noms là, sur la description du podcast. Vous allez pouvoir les chercher sur Board Game Geek. Donc, premier jeu qu'on a joué, ça fait un petit bout qu'on voulait l'essayer, le jeu Unlock. Lui, je rentrais pas dans les détails parce que Marie-Lou veut en parler un peu plus dans nos expériences de jeu. Mais juste comme ça, moi, j'ai bien apprécié l'expérience. J'ai pas trop été déçu. On avait déjà mentionné dans un autre épisode qu'on avait peut-être une crainte par rapport au Escape Room si ça allait bien représenter. Mais je suis quand même pas été déçu. J'ai bien apprécié l'expérience avec ce jeu-là. Et on a aussi essayé Santorini, un jeu que je voulais essayer depuis un petit bout. Un jeu où on va tenter de monter sur une structure de 3 étages. C'est ça, une structure de 3 étages, des bâtiments grecs de l'île de Santorini. Avec les toits bleus, là. Avec si vous avez déjà vu des photos, c'est vraiment typique là, de cette place-là. Puis le plateau, dans le fond, on monte des pièces en plastique là, qui sont avec cette architecture-là. C'est vraiment très beau, là, sérieusement. Là. C'est vraiment attirant à l'œil, ce jeu-là. Oui, on a 2 personnages qui permettent de construire puis de monter. C'est vraiment simple comme jeu. Ça 30 secondes, tu l'apprends, puis tu joues. Puis c'est comme un peu des échecs, mais simplifié. Puis un petit jeu abstrait, très bien. J'ai bien apprécié l'expérience, moi. Est-ce que t'as apprécié aussi, Malou? C'est un petit peu compliqué. C'est vraiment pas mon genre de jeu, là. Les jeux abstraits, j'ai tout le temps de la misère, mais par contre, celui-là, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment sympathique, puis j'ai quand même pas eu trop de misère, là. C'est sûr que c'est pas le genre de jeu que je vais exceller, parce que j'ai vraiment de la misère à voir venir les coups à l'avance, puis j'ai vraiment de la misère avec ça, mais je l'achèterais peut-être, là, tu sais, pour en avoir au moins un dans notre collection, parce qu'on en a aucun, je pense, parce que j'ai jamais le goût de jouer à ça. Mais non, j'ai bien apprécié, sérieusement, là, c'était le fun. Puis on n'a pas essayé, il y a des dieux aussi qu'on aurait pu rajouter, mais on les a pas essayés, qui font des pouvoirs spéciaux pour les personnages, ça aurait pu être intéressant, mais on voulait quand même essayer le jeu de base. On a joué 2 parties du jeu de base, dans le fond. On a aussi essayé Beyond Baker Street, un jeu, je pense que tu l'as essayé depuis un petit bout, Marie-Lou. Oui, c'est un jeu avec la thématique de Sherlock Holmes, donc déjà là, ça gagne des points avec moi. Puis quand je voyais ça passer, ça disait, bon, il faut solutionner des énigmes. Fait que là, moi, j'étais vraiment excitée de voir ça, parce que c'est vraiment le genre de jeu que j'adore. Mais là, après ça, Jean-Philippe m'a un peu pété ma balloune en me disant, c'est peut-être pas vraiment des énigmes à résoudre ton jeu, là. Va voir un peu plus. Fait que j'étais allée voir un petit peu plus sur Internet, puis là, j'avais vu qu'effectivement, c'est pas vraiment un jeu avec des scénarios, là, comme Sherlock Holmes, Détective Conseil qu'on a dans notre collection. Mais je voulais quand même y donner une chance, là, pour voir un peu c'était quoi. Donc, on l'a essayé. Puis, on a trouvé, dans le fond, que c'était un peu comme Hanabi, mais en un peu plus compliqué, puis peut-être pas nécessaire non plus que ça soit comme ça, mais on n'a pas trippé. Non, vraiment pas. Moi, ça... pas plus que ça non plus. C'était un Hanabi avec une thématique Sherlock Holmes. Ouais, c'est ça. Puis ce qui était de plus compliqué, c'était pas vrai. Ça ajoutait rien, dans le fond, c'était juste plus compliqué. Tant qu'à ça, j'aime mieux jouer à Hanabi. Mais dans le fond, c'est un jeu où on tient les cartes à l'envers. Là. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme Hanabi. Les autres voient qu'est-ce qu'on a dans nos mains, puis ils doivent nous donner des indices. Puis après ça, nous autres, il faut essayer de jouer nos cartes en les plaçant sur différents endroits. Puis il faut que ça marche. Si ça marche pas, ben là, on a une pénalité. Dans le fond, c'est un peu ça. Seule différence, mettons vous n'avez pas Hanabi, vous voulez un jeu de ce style-là, mais vous voulez une thématique autour, puis vous voulez lire le flavor text qu'il y a sur les cartes, peut-être que ça pourrait être intéressant, mais sinon, si vous lisez pas rien sur les cartes dans ce jeu-là, vous n'avez pas l'impression de jouer à un jeu avec thématique Sherlock Holmes. C'est juste des dessins. Faut lire le flavor text si on veut vraiment voir l'ambiance. Même à ça, c'est pas... Non, mais c'est ça. C'est sûr que si vous n'avez pas Hanabi, puis que c'est le genre de jeu qui vous intéresse, c'est sûr que c'est un très beau jeu, là. Le graphisme est magnifique, puis c'est le fun, tous les éléments de Sherlock Holmes qui sont venus rajouter. Il y a comme aussi, on est comme en compétition avec Sherlock Holmes pour découvrir
la solution, dans le fond, puis Sherlock Holmes, il avance sur une piste, puis le Sherlock Holmes, dans le fond, est représenté par un meeple en bois, en forme de Sherlock Holmes. C'est vraiment un très beau jeu, mais je trouve que pour le temps que ça prend pour la mise en place, puis les affaires qui sont compliquées, que c'est pas nécessaire. Tu sais, Anabi, là, ça vient dans une petite boîte carrée, pas plus grosse qu'un cellulaire, là, tu sais, c'est... je sais pas. On dirait que, ayant joué à Anabi, je trouve qu'ils ont voulu complexifier ça pour rien. Mais c'est mon opinion. Vous pouvez l'essayer quand même. Peut-être que vous allez capoter, mais ça n'a pas été notre cas. Je le conseillerais de laisser comme nous dans un pub ludique ou dans un café ludique avant de l'acheter, je pense. Ça vaut la peine d'être sûr de son choix avant. Ensuite, on a essayé aussi La Route du Verre de Hugh Rosenberg, un auteur que j'apprécie beaucoup. Marie aussi, je pense qu'elle aime beaucoup ses jeux aussi. Des jeux un peu plus stratégiques, très stratégiques, souvent pas de chance dans ce style de jeu-là. C'est un autre jeu, si vous en connaissez d'autres de Hugh Rosenberg, il y a un peu de... faut soit récolter de la forêt, il y a des marécages, des champs, un peu comme dans Fields of Art. Il y a une roulette de ressources qui est quand même intéressante, qu'on avait déjà exploité un peu dans le système de la roulette dans The Inland Port, le Havre à 2 joueurs, mais là c'est avec les ressources. C'était quand même très intéressant cette petite mécanique-là. Si tu accumulais certaines ressources, là, la roulette tournait, puis là ça t'en faisait perdre, mais c'était quand même le fun comme principe à gérer. T'allais aussi acheter des bâtiments pour construire sur ton territoire, puis le jeu est quand même assez rapide pour ce style de jeu-là, puis tu te rends compte qu'on a fait quoi? Moi j'ai fait 19 points, je pense qu'on a fait une douzaine, fait que c'est un jeu que chaque point gagne, là, c'est quand même... j'ai vraiment été impressionné en fait par ce jeu-là, je le connaissais pas, j'avais déjà entendu parler un peu, j'avais vu passer, mais j'ai vraiment agréablement surpris, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié. Peut-être un prochain achat futur... un très bon jeu de Hugh Rosenberg que j'ai bien aimé. Moi aussi, je l'ai vraiment aimé. Puis ça me faisait penser à Caverna, mais encore plus stratégique, parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans ça, il y a la roulette qui est intéressante, mais il y a aussi le fait que pour jouer nos actions, on choisit des cartes. Il y a certaines cartes qu'on va jouer pendant le tour, il y en a d'autres qu'on jouera pas. Puis là, tout dépendant des cartes qu'on a choisies, si l'autre joueur a choisi les mêmes cartes que nous, ça fait que, dans le fond, c'est comme si on y enlevait une action un peu. Parce que il va... Dans le fond, toi aussi, tu perds une action. Le premier qui a fini toutes ses cartes, il termine la manche. Donc, l'autre peut plus jouer ses cartes s'il y en reste. Fait que si on a pris des cartes puis que l'autre l'a choisi, ben l'autre est obligé de la jouer tout de suite. Ça peut faire qu'un des joueurs vide sa main plus vite que l'autre. C'est pas nécessairement avantageux pour nous, mais il faut y penser. Il faut essayer, dans le fond, quand on choisit nos cartes, de regarder l'autre, où est-ce qu'il est rendu, puis de se dire qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'on veut pouvoir calculer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le tour. Fait qu'il faut vraiment porter attention à ce que l'autre fait, contrairement à d'autres jeux de Hugh Rosenberg que on regarde pas vraiment, on joue en solo. Là, il faut vraiment aller voir qu'est-ce que l'autre fait pour faire un bon choix. Puis à la fin, là, j'ai gagné la partie. Non, c'est moi qui ai gagné. C'est toi qui as gagné. En tout cas, je pensais que j'allais gagner. Puis là, c'est ça, je pensais que j'allais gagner. Puis à la dernier tour, là, t'as fait quelque chose que je pensais pas que t'allais faire, puis ça l'a tout scrappé les actions que je voulais faire. Parce que les bâtiments font des points, puis je pense que tu voulais aller chercher des bâtiments, mais j'ai joué une carte avant qui t'a empêché par après. En tout cas. Ça t'a quand même bloqué. Faut vraiment essayer de se mettre dans la tête de l'adversaire puis de se dire qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'en fait, ce qui est fun aussi avec les cartes, c'est qu'il y a 2 actions que tu peux faire sur les cartes. Si t'es le seul à la jouer, tu fais les 2. Mais si on est les 2 à la jouer, on en fait chacun une. Ben, on peut prendre les 2 la même, mais c'est juste ça te réduit ton nombre d'actions. Si t'avais planifié toutes les avoir, des fois c'est avoir des ressources plus construire. Fait que là, ça change un peu ta stratégie. Là. C'est quand même intéressant. Puis aussi, je pense qu'il y a une bonne rejouabilité dans le jeu, vu qu'il y a beaucoup de bâtiments. Puis on n'en passe pas nécessairement beaucoup dans la partie. Donc ça, c'est quand même très bien aussi. Puis ça regarde ta stratégie également. Puis dans les bâtiments aussi, on courait après les mêmes. Là. Tu sais, il y a plusieurs types de bâtiments, mais il y a juste un type qui fait des points à la fin. Sauf, il y en a qu'à la base, ils valent peut-être
1, 2, 3 points. Mais à la fin, les gros points se font avec les bâtiments qui rapportent, mettons, 1 point par bois ou 1 point par ressource. Puis il y en a juste 3 de disponibles, ou 4 en tout cas à la fois. Fait que c'est sûr qu'on se bat pour les mêmes au dernier tour, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas d'autres qui vont sortir. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça aussi. Très, très, très intéressant. Puis il y a un Hugh Rosenberg qui est quand même rapide, c'est le fun aussi, là. Fait que ça, c'était bien. Ouais, plus rapide là, que Caverna ou Fields of Arle. Ouais, ou tous ces jeux-là. Même, je pense, à peu près le même temps que ça nous a pris jouer à The Inland Port, là, le jeu pour 2 joueurs qui dit que c'est 30 minutes, mais finalement, ça prend un peu plus que ça. Évidemment, j'ai pas déçu de l'avoir joué puis de l'avoir essayé. Très bon jeu. La Route du Verre, là, si ça vous intéresse. Autre jeu qu'on a joué, Marrakech. Marrakech, on dirait que ce jeu-là, en fait, c'est un jeu abstrait encore là un peu, où on va déposer des tapis puis on va déplacer Hassan, qui est le personnage, de certain nombre de pas dépendant d'un dé. Puis il faut contrôler le plus de territoire avec nos tapis, puis on peut recouvrir la moitié d'un tapis d'un autre. Là. En gros, c'est ça le jeu, mais on dirait qu'il manquait des règles à quelque part. Je sais pas trop. Là. Ben, je pense qu'il était juste pas adapté pour 2 joueurs, là, parce que dans le fond, il y a un gros plateau de jeu avec des cases, puis il faut poser des tapis sur les cases. Mais on dirait que le tableau à couvrir était comme trop grand pour nous, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que on pose des tapis sur le sol. On a 2 couleurs de tapis chaque quand on joue à 2 joueurs. Puis à la fin, il faut compter le nombre de tapis qui est visible des 2 joueurs, puis celui qui en a le plus va gagner. Mais quand on pose des tapis, ben on essaye le plus possible d'aller cacher ceux de l'adversaire au lieu d'en mettre sur 2 cases vides pour essayer d'y enlever des points puis de nous en faire. Fait que là, nous autres, à chaque fois qu'on posait un tapis sur le plateau, on le mettait à moitié sur celui de l'adversaire au lieu d'essayer de combler les cases vides. Fait que là, ça faisait que souvent, on tombait sur une case vide quand on finissait notre tour. On n'est jamais tombé ces tapis des autres. On avait comme de l'argent qu'on pouvait utiliser pour payer l'autre si jamais il arrivait sur nos tapis, mais on n'en a jamais utilisé de la partie. Ouais. Puis ça, c'est des points à la fin aussi. Fait que, on a commencé avec 15$, puis on a fini avec 15$. C'était 15 points chaque qu'on n'a jamais redistribué. Fait que ça semblait un peu bizarre qu'on soit jamais contraint à faire ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui clochait dans notre partie. Je sais pas si c'est nous qui a été comme trop chanceux ou malchanceux de pas tomber sur les tapis des autres, ou si c'est juste qu'à 2, il est pas adapté. Mais il me semble que je suis allée voir sur Board Game Geek puis qu'il était pas super recommandé pour 2 joueurs, mais c'était pas non plus un non catégorique. Là. Je sais pas. Ouais, j'ai pas... c'était pas mon jeu, je pense pas que j'achèterais ou je rejouerais à ce jeu-là. Je pense qu'il y a d'autres jeux que j'apprécie plus. Ouais, c'est sûr que côté composante, il était intéressant, là. Le petit maple de Hassan, il est drôle, puis les petits tapis sont comme en espèce de... pas feutrine, mais... En tout cas, t'as vraiment l'impression de manipuler du tissu quand tu les mets, puis c'est vraiment beau, là. Puis la boîte est belle aussi. Mais... à part ça, là... Non. Puis le plateau de joueurs était pas super de bonne qualité. Là. Il était tout ondulé. En tout cas, c'était pas du carton. C'était du carton assez cheap. Mais sinon, le reste était beau, comme tu disais. Mais non, je me mets pas... gameplay pas super intéressant. Je pense pas que... Avec des enfants, peut-être que ça peut être intéressant. Je pense que ça les attirerait. Mais tu sais, pour des adultes, moins. Ouais, c'était moins. Et finalement, on a terminé ça avec un petit King Domino qu'on avait déjà essayé, ce jeu-là. À 3 joueurs, puis là, on l'a essayé à 2, puis on a fait un carré de 7 par 7, là, si vous connaissez le jeu, donc ça utilise toutes les tuiles. Un jeu vraiment, j'apprécie vraiment ce jeu-là, King Domino, c'est le fun, c'est quand même assez rapide. 7 par 7, c'est un petit peu plus long par contre, mais non, c'est vraiment très cool, comment on sélectionne les tuiles, comment ça détermine l'ordre de jeu par la suite, puis ensuite tu vas déterminer si tu vas chercher une tuile en premier. Ça peut influencer quand même comment on connecte les régions ensemble aussi. Moi, j'ai pensé gagner tout le long de ce game-là. Finalement, c'est Marie-Lou qui a gagné. J'étais sûr que j'étais correct. Parce qu'il y avait beaucoup de cases que tu n'avais pas réussi à remplir finalement. Tu avais jeté quelques tuiles que tu n'avais pas été capable de placer. J'aime bien ce petit jeu-là, King Domino. Je pense qu'il fait fureur quand même pas mal ces temps-ci, mais je comprends pourquoi. Là. Il est vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment le fun, pas compliqué, pas long.
graphisme super attirant, coloré. Je suis sûre qu'on peut jouer à ça avec des enfants, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de défaut à ce petit jeu-là. Non, il est vraiment, vraiment très cool. Allez voir ça, King Domino, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis pour avoir un futur achat ici, je pense que ça serait un petit jeu que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Puis ça fait pas mal, je pense que ça fait le tour de notre visite à l'expérience de jeu qu'on a eu là-bas, mais on peut parler aussi un petit peu du bazar. Oui. Bazar, dans le fond, qui avait lieu le lendemain, le dimanche 9 avril. Qui commençait, je pense, à 1h l'après-midi. On est arrivé à quoi? 1h15, 1h30, puis il y avait une file de beaucoup de personnes. Facilement une file de, je sais pas, une centaine, plus que 100 personnes, je pense, qui attendaient en file. Ça a pris à peu près 45 minutes, 1 heure avant de rentrer. Une chance qu'il faisait pas trop froid. Non, c'était une belle journée quand même. Vent, mais... C'était une pas si belle journée quand même, mais c'est ça. Il y avait beaucoup de monde qui sortait avec beaucoup de jeux. Là, ça te décourage un peu. Tu fais, il y a beaucoup de bons jeux qui sortent. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Rendu à nous, il en restait quand même pas si pire, mais c'était pas extraordinaire rendu où ce qu'on était rendu dans la file. On a quand même fait 2 petits achats qu'on va vous parler tantôt dans nos nouveaux achats, mais puis aussi, c'était quand même bien organisé aussi. Niveau espace, ça se déplaçait quand même bien. Vu que leur local, justement, on disait qu'il est en 2 parties, fait qu'ils ont pu quand même garder leur café ouvert, côté avec la nourriture et tout, puis fermer l'autre section juste pour les jeux. Puis ils ont 2 entrées, donc ça leur permettait de vraiment bien faire ça, puis de pas empêcher leurs clients de venir jouer s'ils voulaient pas être dans le bazar. Moi, un petit commentaire constructif que j'apporterais, c'est que je trouve ça plate d'attendre 1 heure en file, puis que quand on rentre en dedans, dans le fond, il y a des jeux neufs qui se vendent là d'une compagnie qui était là pour vendre ses jeux. Je pense que c'est une compagnie qui vend sur Internet habituellement, qui s'était déplacée. Je connaissais pas ça, puis j'ai oublié le nom. Tu sais, les gens vont là surtout pour les jeux usagés. Puis là, s'il y a des gens qui sont là pour conseiller des jeux neufs à des gens comme dans un magasin, ça fait que les gens qui sont là passent plus de temps. Donc là, ceux qui sont dehors attendent plus longtemps. Je voyais qu'il y avait des vendeurs qui jasaient avec les gens pour leur conseiller des jeux, mais c'était peut-être pas la place, parce que nous autres, on était dehors, puis on attendait, puis on voyait les gens sortir avec tous les jeux usagés intéressants. J'aurais peut-être gardé ça pour les jeux usagés pour qu'il y ait plus de roulement. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que comme lui un peu qu'il avait eu à la revanche, là, c'était juste des jeux usagés, puis ça allait. On avait quand même attendu longtemps, mais il y avait quand même. Ça avait été bien quand même. Là. On est arrivé plus tard un peu pour avoir un pour celui-là, là, mais ouais, c'est vrai, c'est peut-être à revoir, mais c'est un commanditaire qui avait probablement que c'était pour eux, c'était intéressant de l'avoir aussi. Là. C'est un choix qu'ils ont décidé de faire, mais c'est vrai que ça ralentissait peut-être un peu le temps de roulement. Là. Ouais, c'est parce que, tu sais, moi, j'allais là pour les aubaines. Là. Si je veux aller acheter sur leur site Internet, je vais aller sur leur site Internet. Là. Ouais, non, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'il y avait peut-être des prix spéciaux. Je pense qu'il y avait des rabais, mais tu sais, c'est dur de juger pendant que t'es là. Est-ce que c'est une aubaine ou pas, ce prix-là? Puis là, on est tous sur nos cellulaires à regarder les jeux. Puis, tu sais, je pense que quand on fait ce genre de choses-là, il faut essayer de minimiser le temps que le monde va être là. Puis, je dirais peut-être même essayer de mettre un nombre de jeux maximum par personne. Là. Ouais. Je sais que le but, c'est de vendre les jeux, mais je voyais quelqu'un sortir avec un gros bac de jeux en plastique qui débordait. Il a mis ça dans son auto puis il est parti, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ça. Il voulait en acheter beaucoup. Est-ce qu'il les joue ou est-ce qu'il les revend après, tu sais, je sais pas, mais... En tout cas, je sais pas. C'était comme frustrant un peu quand t'es dans le fil de voir quelqu'un qui part avec autant de jeux, là. Tu te dis, mon Dieu, il aurait pu se limiter à 5-6, là. Il y en avait peut-être une dizaine, là. Ouais, il y en a qui courent ça aussi, je pense que... Mais bon, c'est une vente. Premier arrivé, premier servi, mais je sais pas. Je pense qu'ils ont atteint leur objectif de vendre les jeux parce qu'il en restait plus énormément. Puis je pense qu'il restait un petit peu de monde dans la file encore en arrière de nous. Là, peut-être une 40-50 personnes là, quand on est parti. Là. Mais probablement qu'ils ont dû écouler pas mal tout le stock qu'il y avait. Donc, ça fait pas mal le tour de notre expérience au mauvais perdant. Je pense que c'est un endroit qu'on peut aisément vous recommander. Là. On a vraiment apprécié notre expérience là-bas. Le bazar, c'était le fun aussi.
ça a bien donné. Ça a donné la fin de semaine qu'on y allait que c'était là. Très belle place, les mauvais perdants, à Trois-Rivières. Pour nos nouveaux achats, on n'a pas acheté énormément de jeux, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos nouveaux achats là, avec les 2 épisodes précédents où c'était les entrevues. J'ai acheté, finalement, j'ai craqué pour The Colonist, après en avoir parlé à quelques reprises dans le podcast. Et je l'ai essayé un peu, puis j'ai quand même apprécié le jeu quand même, mais j'ai même pas encore eu le temps de jouer une partie complète parce que c'est un jeu qui joue sur 7-8 heures. Là. Un jeu qui peut être très long. Puis on a essayé une partie à 4, puis je pense qu'on a joué 2 heures de jeu sur 4 en 4 heures de jeu, là, je pense. Là. Fait que ça aurait pu être beaucoup plus long pour jouer, puis plus t'avances dans les heures, je pense que ça rallonge un petit peu la partie aussi, donc... mais je suis quand même content de mon achat jusqu'à maintenant. Et comme je l'ai parlé, il y a un scénario solo là, qui vient de sortir que je vais pas essayer. Ensuite, j'ai aussi flanché pour The Castle of Burgundy, The Card Game, que je voulais justement avoir là, pour la version solo. Castle of Burgundy, c'est un jeu que j'aime bien. J'ai pas été déçu quand même là, par Castle of Burgundy en solo. C'est le fun, il est quand même très difficile. Mais c'est quand même assez différent de la version standard là, du jeu. Là. Même si la thématique est la même, le principe est le même, mais c'est différent vu qu'il n'y a pas de dés non plus. C'est les cartes qui vont dicter tes valeurs de dés. Donc, content de cette petite achat-là. Et aussi les 2 jeux qu'on a achetés au bazar des mauvais perdants. Le jeu London, qui est un jeu qu'on a l'air... on est à Londres et on va tenter de faut vraiment contrer la pauvreté dans les différents quartiers de Londres. Et finalement, le jeu Warhammer 40 000 Conquest de Card Game, c'est un LCG. Un jeu que je voulais essayer depuis un petit bout, puis je trouvais que le prix était intéressant, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour ce jeu-là. On est maintenant rendu à vous parler de nos expériences de jeu des dernières semaines. Donc, je vais commencer avec Unlock Escape Adventures, un jeu qu'on a essayé au mauvais perdant, comme on l'a mentionné tantôt. C'est un tout nouveau jeu sorti en 2017. Il a gagné le prix du jeu de l'année à l'As d'or du Festival de Cannes. C'est publié par Space Cowboys. Un jeu pour 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus, mais selon le sondage là, qui est sur le site de Board Game Geek, le jeu serait plus adapté pour 1 à 4 joueurs là, que 2 à 6. Okay. Ça a l'air qu'on pourrait le jouer en solo si on voulait. Mm-hmm. Puis, il y a un scénario aussi. À plus que 4, j'imagine que c'est un peu cacophonique là, pour essayer de voir les cartes et tout ça. Mm-hmm. Bon, le concept, c'est comme les escape rooms qui commencent à pousser là, un peu partout au Québec. On est enfermé dans un endroit, puis il faut réussir à sortir en 1 heure top chrono. Et pour faire ça, ben il faut résoudre des énigmes pour pouvoir avancer. Mm-hmm. Il y a 3 scénarios qui sont inclus dans la boîte. Et il y a aussi un petit scénario d'introduction, mais tu sais, je le compterais pas vraiment comme un scénario. Non. Ça prend à peu près 5 minutes à faire, puis c'est vraiment juste pour apprendre les mécaniques du jeu. Mm-hmm. Donc, comment ça marche? Le jeu se joue avec des cartes, puis les cartes représentent tout ce qui se trouve dans la pièce avec nous. Donc, ça peut être des objets, des portes avec des combinaisons à ouvrir, des coffres ou des casiers, des choses comme ça à ouvrir avec des cadenas, et des machines, des indices, toutes sortes de choses. Donc, pour avancer dans le jeu, il faut associer des cartes ensemble. Puis comment on associe les cartes, c'est qu'on additionne les chiffres qui sont dans le coin de la carte. Donc, par exemple, si on a un coffre qui aurait le numéro 6 puis une clé qui aurait le numéro 3, on additionne les deux ensemble, ça donne 9. Donc, on irait chercher la carte numéro 9 dans le paquet puis on la révélerait pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Mm-hmm. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, il y a une application mobile qui chronomètre notre temps, qui nous dit combien il nous reste de temps. Et aussi qui va valider des codes qu'on peut rentrer pour ouvrir des portes ou des combinaisons de chiffres. Mm-hmm. Si on se trompe, on peut avoir une pénalité de temps. Donc, dans le fond, on va essayer de rentrer un code dans l'application mobile. Le code est pas bon. On va avoir, mettons, je pense que c'est 3 minutes de pénalité. Mm-hmm. Donc, il faut essayer de pas trop en avoir parce que déjà, 1 heure, c'est serré. Puis à chaque fois qu'on perd 3 minutes... Non, ça nous aide pas, c'est certain.
Bon, comme je l'ai mentionné, pour apprendre à jouer, il y a un petit scénario d'introduction, donc c'est le fun, on peut commencer tout de suite à jouer là, en sortant la boîte. Par contre, je recommanderais quand même de lire le livret de règlement. Nous autres, on l'a pas fait parce qu'on était dans un café ludique, mais il aurait peut-être fallu le faire. Je vais vous expliquer pourquoi en vous parlant de notre expérience de jeu. Donc, on a joué le scénario, la formule, et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire là, dans le temps imparti. Ça nous a pris, par exemple, pas beaucoup plus qu'une heure là, à le faire. On n'a pas chronométré le temps réel, mais c'est sûr que ça a pris entre 1 heure et 1 heure et quart maximum. On aurait peut-être pu gagner si on n'avait pas eu de pénalité. On a eu beaucoup de pénalités, puis on veut pas donner de spoilers, mais dans le fond, c'est à cause d'un objet caché qui nous a fait perdre beaucoup de temps là, qu'on a perdu. Sur les cartes, il faut savoir qu'il peut y avoir des fois des numéros qui sont plus ou moins évidents à voir. Puis quand on voit ces numéros-là, ben mettons qu'on sort une carte, là, puis sur la carte, il y a un petit numéro 18, ben il faut aller chercher la carte 18 dans le paquet puis la révéler. Ben nous autres, on en avait une qu'on n'avait pas vue. Puis là, on essayait de faire des associations avec ce qu'on avait, mais il nous manquait quelque chose de vraiment important. Fait que là, on essayait plein de choses. On essayait de rentrer des codes dans l'application mobile. On avait des pénalités. On essayait d'aller chercher des indices parce qu'on peut demander à l'application mobile aussi de nous donner un indice. Puis ça marchait pas non plus. Ça nous aidait vraiment pas. Fait que c'est un peu ça qui nous a vraiment ralenti. Mais une fois qu'on a vu l'objet caché qui nous manquait, qu'on l'a sorti, là, ça a vraiment déboulé. Ça a été vite. Mais c'est ça. Faut vraiment prendre le temps d'observer les cartes, voir s'il n'y a pas des objets cachés. Puis le numéro, il était quand même difficile à voir. C'est indiqué dans les cartes, dans les règlements qu'il y a des objets cachés, mais c'est pas dans le scénario d'introduction. Il me semble qu'il y en avait un dans le scénario d'introduction, mais qui était vraiment évident. Ah, peut-être. Mais lui, il était plus dur à voir, puis on n'a comme pas porté attention. Mais c'est ça. Puis ce qui était un peu plate aussi, c'est que il y avait des choses sur la table, puis on trouvait que c'était logique de les associer ensemble, mais là, ça nous donnait un résultat, mais le résultat, on voyait que ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on était en train de faire. Fait que dans le fond, on était en train d'aller chercher une carte que il aurait fallu aller la chercher vraiment plus tard, mais il y avait comme un lien logique entre les objets, là. Tu sais, ce qu'on faisait, ça avait du sens, ça nous donnait une carte, là, on se disait « Ah, on doit avoir réussi ». Mais là, on se rendait compte que ça avait pas rapport, fait que, je sais pas, il y a peut-être là quelque chose, là, je sais pas si on est les seuls à qui c'est arrivé, mais ça nous a comme donné un peu un spoiler pour qu'est-ce qui allait se passer après. Ça a été un peu plate, tu sais, il aurait fallu que les chiffres aient vraiment pas rapport avec ça, là. C'est vrai. Ça nous a mêlé un peu. Puis on s'est demandé, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On la garde-tu la carte ou on la remet dans le paquet? Mais là, on voyait que ça marchait pas, en tout cas. Puis aussi, on a demandé plusieurs fois des indices à l'application mobile, mais ce qui est plate, c'est que l'application mobile, elle peut pas nous dire « Il vous manque quelque chose que vous avez pas trouvé. » Tu sais, si elle avait juste dit avez-vous bien regardé les cartes ou tu sais quelque chose de même, là on aurait allumé, mais dans le fond les indices sont associés avec des objets qui sont là, fait que ça va nous indiquer comment utiliser l'objet ou qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente puis tout ça, mais tu sais on avait déjà déduit tout ça, c'est juste qu'il nous manquait vraiment quelque chose. Mais c'est ça. Fait que à cause de ça, on a eu de la misère. Mais j'ai quand même aimé mon expérience. J'avais le goût de faire les autres scénarios qui étaient dans la boîte. Jean-Philippe, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ben oui, aussi, j'ai bien aimé le jeu. Comme tu disais, l'aspect que des fois, on assemblait des cartes ensemble, ça donnait un chiffre, et finalement, ça avait pas rapport. Ça, des fois, c'était comme, tu sais, dans un vrai escape room, ça arrivera jamais parce que t'es bloqué. Là. Fait que il y a cet aspect-là, mais en gros, je trouve ils ont quand même réussi à retrouver en gros quand même l'essence d'un escape room qu'on retrouvait quand même, surtout l'aspect temps qui est souvent assez présent, puis les pénalités c'était quand même bien aussi là, de fais attention à ce que tu fais, puis tu vas perdre du temps si ça va pas bien. Là. Ce qu'il n'y a pas dans des escape rooms normales. Là. Escape room normal, t'as vraiment ton 1 heure complet, mais t'es souvent plus bloqué aussi. Là. Ouais. Puis aussi, les cartes avec les chiffres dessus, ça fait que tu peux essayer de voir avec les cartes qui restent. Y a-tu des cartes que j'ai devant moi qui fit pour aller faire ce résultat-là puis aller chercher la carte? Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu aussi...
ça vient réduire ton impression d'être dans un vrai escape room, parce que tu peux y aller avec la logique puis voir qu'est-ce qui reste. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont mis peut-être les pénalités justement pour éviter que les gens fassent ça puis qu'ils essayent plein de résultats. Ouais, c'est ça. Puis qu'ils fassent n'importe quoi, là. Mais c'est sûr que ça... quand on était vraiment bloqué, on a essayé de faire ça parce que ça marchait juste pas. Ouais. Mais là, après ça, on s'est rendu compte qu'il fallait pas faire ça. Non, c'était pas la solution idéale. Ça... T'essayes plein de combinaisons, mais ça fait juste de la pénalité. Fait que c'est pas... Ils ont pensé quand même à ça. Mais ouais, c'est quand même bien. Il y a d'autres concepts de escape room dans une boîte qui nous intéressent aussi. J'ai hâte de pouvoir comparer avec d'autres. Ouais. Celui-là, c'est sûr que le scénario qu'on a fait, il disait que c'était vraiment pour imiter les escape rooms, mais les autres scénarios qu'il y a dans la boîte, de ce que j'ai compris, c'est peut-être pas toujours ça. C'est peut-être plus ouvert un peu, puis avec les... J'imagine qu'un jour, ils vont sortir d'autres scénarios. Ouais, là, je pense qu'il y en a déjà d'autres de sortie, mais ça serait c'est ça. Peut-être qu'ils vont pouvoir élargir leur concept, là. Mais moi, j'ai bien aimé, mais un petit bémol que j'apporterais, par exemple, c'est que je suis pas sûre que j'achèterais le jeu. Ouais. Il vaut 40$, c'est quand même abordable, puis on a 3 scénarios, ça veut dire 3 heures de jeu. Fait que si on compare à aller faire des escape rooms, ben c'est sûr que ça revient moins cher. Par contre, ce qui est plate, c'est que une fois qu'on a fini le jeu, même si on achète des scénarios supplémentaires, il y a rien dans la boîte qui va être utile pour faire les autres scénarios, tu sais, à part le livret de règles, mais le livret de règles, on peut l'avoir sur Internet. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pas comme un jeu que tu vas réutiliser les composantes, même si tu achètes une extension. Ouais, c'est vrai, ça. Si tu vas acheter un autre scénario, ben l'autre scénario, ça va être une autre expérience complètement. Fait qu'il faut encore que tu payes, tu sais, j'imagine qu'ils vont vendre ça 15-20$ au moins. Fait qu'il faut encore que tu repayes pour faire un autre scénario, mais même si tu as payé pour le jeu de base, ben ça vaut plus rien. Tu sais, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de le revendre. C'est sûr que ça va sûrement vraiment bien se revendre usagé. Mais moi, je privilégierais de le faire dans un pub ludique, là, vu que c'est juste en plus 3 heures, on a fini la boîte au complet, on a le temps de le faire dans une soirée, passer le jeu, puis ouais, c'est vrai. On a une expérience au lieu d'avoir payé pour un jeu. Là. C'est sûr que ça dépend. Là. Si on pense le revendre, c'est sûr. Ça coûte quasiment rien de le faire aussi, mais faut penser à ça. Là. C'est pas un jeu qu'on veut acheter puis garder dans notre collection pendant des années pour rien. Là. Non, il n'y a pas de rejouabilité. Là, une fois que tu as fait le scénario, il est fini. Là, tu le referas pas parce que peut-être 5 ans plus tard parce que tu te souviens plus de rien, mais même encore là, d'après moi, tu vas te souvenir des affaires pareilles. C'est pas... Mais... je pense que je privilégierais plus un café ludique qu'un pub ludique, vu que t'as besoin de te concentrer quand même. Faut communiquer, faut bien se comprendre. Puis il y a aussi, il y avait quelque chose par rapport à l'application mobile, là, ça prenait du son. Ouais, aussi, c'est vrai. Faut entendre le son de l'application. Ouais, spoiler, trop tard. En tout cas. Mais donc oui, en général, j'ai bien aimé quand même l'expérience. Là, j'ai pas été déçu non plus. Là. Ouais. Donc c'était le jeu Unlock. Pour ma part, je vais enchaîner avec le jeu V-Commando. J'avais même eu une demande là, par Instagram là, de parler de ce jeu-là. Puis bon, il y a eu des entrevues dans les 2 derniers épisodes. Mais là, j'en parle parce que j'ai encore eu la chance de plus y jouer également. Donc V-Commando, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. 12 ans et plus, et sorti en 2016. C'est un jeu de Thibaut Delatoine et édité par Triton Noir, qui sa compagnie aussi à lui de Thibaut Delatoine. Donc c'est une auto-édition qui a été issue d'un Kickstarter, et c'est un jeu montréalais. En fait, collaboration France-Québec. Je pense que c'est Thibaut Delatoine et français. Et c'est un jeu à complexité moyenne, donc selon Board Game Geek, à peu près, je pense, autour de 3, un petit peu en bas de 3 sur 5. Le but, c'est de réussir les opérations ou des terrains. Il y a des objectifs à accomplir et on doit faire ça pour gagner la partie. Et c'est une thématique on est des commandos d'infiltration durant la Deuxième Guerre mondiale, thématique que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Le fonctionnement est assez simple, donc on va choisir au début si on décide de faire un terrain, donc un terrain qui va comporter des objectifs.
et ou de faire une opération. Une opération, c'est une combinaison de plusieurs terrains. Il y a un petit scénario et des faits historiques. Ça vous dit c'est dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce que vous allez devoir accomplir, puis vous avez aussi tous les terrains qui vont s'enchaîner. Moi, je privilégie ça. C'est vraiment plus immersif de faire des opérations. Tu te sens vraiment dans le jeu, dans la thématique, plutôt que juste de faire un terrain puis de compléter son objectif. Au début d'un scénario, d'une opération, on va choisir des personnages qu'on va utiliser. L'opération nous dit un certain nombre qu'on a droit de jouer. Et ensuite, on va faire le montage du terrain. Montage du terrain qui est assez simple. On a des tuiles, des grandes tuiles, des moyennes tuiles et des petites tuiles. Et les graphismes dessus, peu d'importance. Donc, on décide les tuiles qu'on veut. Il y a pas de, c'est pas comme dans Zombicide que la tuile est la 4B. Il faut vraiment que tu mettes celle-là. Ça, tu prends celle que tu veux. Tu crées le décor que tu veux, un peu avec la thématique du scénario, du terrain. J'ai vu quelques commentaires, par contre. Je pense que dans la boîte de base, il n'y a pas de pour les terrains extérieurs. Parce qu'il y a des terrains extérieurs et intérieurs. Et je pense qu'il n'y a pas de rue. Puis je pense que le scénario comprenait des rues. Puis là, il trouvait que c'était pas assez thématique là, de pas avoir de rue, juste du gazon. Mais je pense que dans les extensions, il y a des tuiles supplémentaires pour qui ajoutent ça. Mais ça serait à vérifier. Là, je peux pas rentrer dans le détail. Mais pour moi, ça a peu d'importance. Là. Je pense que le graphisme est super beau des tuiles. Puis je pense qu'on est quand même capable de bien se mettre dans la peau de l'histoire. De bien être immergé dans l'opération. Au niveau des tours de jeu, comment ça fonctionne, il va y avoir un événement au début du tour. Ensuite, on va jouer nos commandos, tous les commandos, un après l'autre. Et ensuite, il va y avoir les ennemis qui vont bouger et nous tirer dessus. Bien évidemment, pour nous tuer, les ennemis sont les Allemands. Et nous, on est soit russes, soviétiques, français, américains, canadiens ou britanniques. Donc, on a dans la boîte de base, on a les 5 alliés. Je sais que dans les extensions, il y a des personnages qui se rajoutent également. Donc, l'événement, en fait, c'est assez simple. C'est un événement qui est souvent avantageux pour nous, parfois non, mais c'est assez variable et ça, comme des fois ça nous aide, des fois ça nous crée une petite embûche, mais pas tant que ça non plus. C'est pas fait pour nous rabaisser trop parce que le jeu est déjà assez difficile à la base. Ensuite, une fois que l'événement est fait, on va faire l'action des commandos. Les commandos ont chacun 3 actions. Ça peut être réduit si on accumule des blessures et c'est là que ça devient très difficile. Dès qu'on perd des actions, ça devient très difficile de jouer. Donc, il faut s'assurer de rester en santé pas mal tout le long du scénario. C'est ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? On peut ramasser des équipements, faire exploser des TNT, se déplacer sur une tuile adjacente, se déplacer furtivement sur une tuile moyenne. Ça, c'est un aspect intéressant du jeu. C'est que, justement, je disais, il y a des petites, des moyennes et des grosses tuiles. Si on veut se déplacer puis rester furtif sur une tuile moyenne, et ça, on n'est pas visible par les autres, par les ennemis, ben ça va nous coûter 2 actions. Donc, ça nous limite un peu dans le déplacement dans un tour. On peut aussi sortir par une trappe, débloquer une trappe. On peut aussi attaquer en combat rapproché, donc on peut se déplacer sur une tuile furtivement. Il y a un test de furtivité dans le jeu. S'il y a des ennemis sur cette tuile-là, on va lancer un certain nombre de dés, puis on peut se faire découvrir. Si on se fait pas découvrir, on est capable d'attaquer furtivement, donc un peu si on attaquait par derrière, puis on fait un kill. Un takedown. Un takedown furtif. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, on peut tirer avec notre arme qu'on a, mais ça, par contre, dans le jeu, j'ai parlé de la furtivité, mais il faut vraiment essayer de rester dans ce mode-là, de pas se faire voir, parce que dès qu'on se fait voir, ça devient très difficile. Et il y a une alarme qui se déclenche. Et là, je vais en parler tantôt dans la phase d'ennemis, mais ça fait qu'il y a plus d'ennemis qui arrivent lorsqu'on la déclenche. Donc, c'est bon d'être le plus furtif possible, mais lorsqu'on tire, souvent nos armes vont déclencher l'alarme ou nous rendre visibles. Donc, il y a certaines armes très limitées qui nous permettent de tirer comme un sniper, donc furtivement, mais c'est très rare. Il y a un personnage dans la boîte de base qui en a un. Donc, des fois, c'est à utiliser avec intelligence de pas déclencher l'alarme trop souvent. En fait, d'essayer de rester furtif, là, comme je disais. On peut aussi utiliser des équipements.
Donc, il y a d'autres armes qu'on peut avoir. Il y a des grenades, il y a des bombardements, il y a des trousses de soins aussi pour se soigner. Donc, il y a plusieurs équipements. On peut aussi éteindre l'alarme. Par contre, l'alarme, une fois qu'elle est déclenchée sur un terrain, on peut juste l'éteindre une fois. Donc, on peut pas aller à répétition, aller éteindre l'alarme. Donc, ça, c'est à penser au moment où on l'éteint, d'être sûr qu'on sera pas découvert à nouveau parce que ça donne rien. Fait que... Puis souvent, je vous dirais par expérience, j'ai jamais été éteindre l'alarme parce que ça donnait jamais que ça valait la peine. C'est ce que j'ai trouvé, c'est très difficile. Ensuite, on peut interagir avec les objectifs et aussi on peut économiser une action qui va nous donner 4 actions au tour suivant. C'est des fois la chose à faire parce que c'est un jeu qui est assez stratégique. Il faut planifier pas mal de tours à l'avance, comment on va se déplacer, comment les ennemis se déplacent pour, comme je disais, rester furtif parce que quand on se fait découvrir, ça va pas bien. Ensuite de ça, une fois que tous nos commandos ont joué, il y a la phase d'ennemis. Là, il y a des endroits où les ennemis vont arriver sur le déterminé au départ et soit si l'alarme est éteinte, il y a seulement un nouveau ennemi qui arrive à chaque endroit. Sinon, c'est 2 par endroit. Donc, ça fait quand même une bonne différence du simple au double si l'alarme est allumée. Puis ça peut quand même être assez dommageable. Ensuite, les ennemis vont se déplacer vers... si on est visible, ils vont se déplacer vers nous. Donc, il y a une convergence de tous les ennemis vers un personnage visible. C'est là que je disais que c'est pas une bonne idée parce que souvent, c'est la mort qui s'ensuit très rapidement. Ensuite, les commandos vont tirer. Donc, s'ils sont sur des cases adjacentes et sur la même tuile, vont tirer sur celui visible. Si vous êtes furtif, vous ne faites pas tirer dessus. Par contre, si un ennemi se déplace sur la tuile que vous êtes, il y a un test de furtivité. Donc, ça se peut qu'il vous découvre. Et là, vous devenez visible et il va vous tirer dessus par après. Donc, faut comme essayer dans le jeu de s'éloigner des ennemis, puis les abattre de loin, puis s'assurer qu'il n'y en a pas trop de proches parce que ça peut venir... comme je disais, difficile assez rapidement. Donc en gros, c'est ça le jeu. Mon avis personnel, thématique, c'est numéro 1. Moi, c'est ma thématique préférée, Deuxième Guerre mondiale. Puis j'aime l'aspect furtivité dans le jeu. Qu'on est vraiment là... je pense je te le comparais souvent à... C'est quoi le jeu? C'est Metal Gear... jeu vidéo qu'il faut tout le temps être furtif, je pense que c'est ça? Ouais, c'est Metal Gear Solid. Je me souviens que tu m'avais dit que dans ce jeu-là, si tu te fais découvrir, ça va pas bien, mais je pense que dans V-Commando, c'est la même chose. Au départ, je te disais non, mais là, avec les scénarios que je fais de plus en plus, c'est vraiment ça. C'est très difficile. Dès que tu te fais découvrir, tu te fais souvent tirer dessus. Et lorsque tu te fais tirer dessus, tu peux être en état critique. Et là, tu meurs pas immédiatement. Mais si personne vient te sauver avant la fin du tour suivant, tu meurs. Mais souvent, aller le sauver, ça devient très difficile parce qu'il y a des ennemis autour qui vont te tirer dessus. Donc, c'est quand même ça la complexité du jeu. Je trouve que la mise en place, c'est quand même rapide, simple. Comme je disais, les tuiles, vu qu'ils n'ont pas de numéro associé, tu perds pas de temps à... c'est quoi ce numéro-là que j'ai à mettre? Tu fais ton setup, ça va bien. Il n'y a pas trop de composantes non plus, ça se place quand même bien. Petit bémol, il n'y a pas de sac en tissu dans le jeu pour piocher les ennemis. Ils conseillent dans les livrets de règles de mettre ça dans un sac, mais ils n'en offrent pas dans la boîte de jeu. Donc ça serait peut-être un ajout à faire, j'imagine, là, dans une prochaine édition, de rajouter un sac. C'est quand même le fun d'avoir ça. Comme je disais, graphisme, très accrocheur. Je trouve c'est simple, mais en même temps, c'est super beau. Puis on se sent dans la thématique aussi. La boîte est super belle. Les commandos vraiment très bien dessinés. J'aime bien le graphisme de ce jeu-là. Les composantes sont aussi de très bonne qualité. Puis ce que j'ai noté, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de mini pour avoir un bon jeu. C'est des tuiles de carton. Puis le système est bien fait. C'est que quand tu es furtif puis plus furtif, tu fais juste tourner la tuile visible entre furtif et visible d'un côté ou l'autre. Donc c'est quand même bien fait, ce qui est pas souvent possible avec des mini, sauf peut-être comme dans Formidable avec le jour-nuit. Il devrait quasiment se faire un brevet là-dessus. Ça pourrait être utilisé, mais souvent c'est parce que ça monte le prix des jeux, puis je trouve pas que dans ce jeu-là,
Ben oui, ça pourrait ajouter d'avoir des minis, c'est sûr. J'ai vu du monde sur YouTube qui sont achetés des miniatures de guerre, ils les ont peinturées, ils ont déterminé... en fait, pour jouer, ils prenaient une miniature, c'est juste qu'ils plaçaient la tuile sur leur carte de joueur pour dire s'il était furtif ou visible au lieu d'être sur le terrain. Mais c'était fait des miniatures, la personne vraiment craquée, il voulait des miniatures sur son jeu. Ensuite, comme je disais, vraiment l'aspect intéressant du jeu, c'est la furtivité. Moi, je trouve que c'est vraiment le casse-tête du jeu, c'est tout le temps, bon, si je m'en vais là, non, je deviens visible. Si je fais ça, je deviens visible. Est-ce que je suis capable de tirer, me redéplacer pour redevenir furtif? Il y a tout cet aspect-là que tu penses à chaque tour. Et ce qui est très difficile aussi, c'est que faut que tu joues toutes les actions d'un personnage, ensuite tu passes à l'autre. Donc, l'ordre dans lequel tu vas les jouer a une influence aussi sur tes actions dans ton tour. Des fois, ça va être avantageux de jouer un certain personnage, mais t'aimerais ça qu'il joue juste 2 actions, que l'autre joue, puis après ça, tu peux le soigner. En tout cas, mais finalement, tu peux pas. Fait que ça, ce qui est quand même très bien. Ce qui fait en sorte que le jeu aussi, peut-être qui est plus axé solo, je trouve. Mais en fait, c'est pas mal de la planification en fait. Fait que si t'es plusieurs, tu vas planifier l'action de tous les joueurs, mais il n'y a pas vraiment, ça sert à rien que quelqu'un contrôle un personnage en particulier parce que au final, tu peux jouer dans l'ordre de tour que tu veux. C'est pas comme dans, mettons, Pandémie où ce que tu joues l'ordre de tour. Tu sais, c'est vraiment, tout le monde décide, ok, on va jouer lui en premier, ça va être mieux. C'est vraiment plus une organisation de qu'est-ce qu'on va faire dans le tour plutôt que de jouer un personnage. Mais ce qui fait en sorte, je disais, c'est très bien en solo, fait que ça, ce que j'apprécie de ce jeu-là, qui joue très bien de cette façon-là. Aussi, bon, ben, c'est, comme je disais, dès qu'on devient visible, je pense que c'est une mort imminente qui s'en vient parce que les ennemis sont souvent très... Ben, ça arrive que des fois, tu es capable de revenir furtif d'une bonne façon, mais dès qu'il y a beaucoup plus d'ennemis, ça devient très difficile. Puis ça m'a souvent causé une mort très rapide lorsque j'ai fini un tour visible avant la phase de commando. Un autre point que j'ai vraiment beaucoup apprécié, par contre, c'est que souvent dans des jeux, dès que tu perds un personnage, ben la partie se termine. Mais dans ce jeu-là, tu peux terminer un scénario, un terrain en fait, avec un personnage seulement qui sort. Fait que les 2 autres, tu les as laissés derrière, sont morts. Ils sont morts au combat. Mais tu vas commencer un nouveau terrain dans l'opération, puis tu vas aller chercher d'autres personnages qui sont pas morts. Donc tu vas recommencer, c'est comme si il y avait une première partie à l'opération, on a réussi ça, bon on a eu 2 morts, mais là il y a 2 autres personnes qui vont joindre à moi des nouvelles du commando, puis là on repart sur un nouveau. Fait que ça c'est quand même bien, ça te permet de continuer quand même l'opération sans être tout le temps obligé de recommencer parce que t'es pas capable de passer les premiers terrains. Ça c'est quand même bien fait aussi. Il y a différents niveaux. Ben, en fait, il y a 2 niveaux. On peut jouer standard ou vétéran. Ce que j'ai fait, jouer à vétéran, peut-être pas une bonne idée dans mes premières parties parce que ça a été bien difficile. Mais j'aime ça le challenge. J'avais le goût de l'essayer de même. Peut-être que je vais rechanger ça. C'est au choix, ça. C'est si on veut plus de challenge ou non. Mais ça ajoute de la rejouabilité. Fait que, donc, tu peux faire une opération au niveau standard, puis ensuite, lorsque tu l'as eu, la refaire en vétéran au lieu de faire comme moi puis la faire en vétéran au départ. Mais ça, c'est moi. Donc, au final, ben, c'est vraiment très immersif. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on peut faire des pauses dans notre opération. On va avoir plusieurs terrains de suite. Donc, par exemple, on fait un terrain, ça en débloque d'autres. On peut faire une pause entre les deux, par contre. Par exemple, on pourrait jouer la première partie, ça me prend 1 heure faire le terrain, on prend une pause, on enregistre ça un peu d'une certaine façon, on prend en note qu'est-ce qui nous restait sur notre personnage. Puis ensuite, on peut commencer les autres terrains une autre fois. Donc ça, c'est très bien. Ça permet de diviser les séances peut-être en 1 heure, 1 heure et quart de temps de jeu au lieu d'un 3 heures consécutif. Mais il y a aussi des opérations à durée variable. Donc ça varie entre 1h30, je pense, et 3 heures au niveau des opérations. Ce qui est quand même pas si pire non plus. Puis les temps sont quand même assez respectés. C'est vraiment, je pense, un de mes jeux favoris du moment. J'aime vraiment ça le rejouer. La thématique est là, le gameplay est vraiment intéressant. Pour moi, pour l'instant, la note sur BGG, c'est 8.3. Moi, j'ai mis un 9 sans hésiter. Là, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup en ce moment.
Très bon jeu, là, le V-Commando. Tout, on a joué un peu, Marie-Lou, ensemble, mais je pense qu'on a un scénario qui s'est pas terminé non plus. Ouais, c'est ça. On a commencé un scénario, on a fait la première mission, puis on a arrêté, il était rendu tard, je pense. Ouais, on va falloir le finir à un moment donné. Fait que j'ai pas beaucoup de commentaires parce que j'ai joué peut-être 1 heure. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis comme tu dis, j'ai aussi trouvé que c'était immersif. Ça me fait beaucoup penser à des jeux vidéo avec le concept de l'alarme. Là, faut comme les empêcher de sonner l'alarme. Puis essayer de rester furtif, là, ça me faisait penser à des jeux là, comme Call of Duty ou Medal of Honor. J'aimais beaucoup les missions là, où il fallait comme rester plus furtif puis essayer d'éliminer des ennemis au départ en étant furtif, puis après ça, se tirer dans le tas. Là. Celui-là, c'est peut-être un petit peu plus furtif que ça. C'est rare qu'on se tirait dans le tas, comme je disais. Mais j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai hâte de continuer à l'explorer, mais c'est vraiment préliminaire comme commentaire. C'est vraiment moi qui ai beaucoup joué en solo, justement. Là. Un jeu que comme j'apprécie beaucoup. Donc, ça fait le tour pour V-Commando. On va terminer nos expériences de jeu en vous parlant d'un jeu vraiment sympathique qu'on a beaucoup apprécié. Ça s'appelle Junk Art. On a joué quand on était à Montréal Joue. Comment ça s'appelait? Ouais, c'était le Salon du jeu de société Montréal 2017, je pense, dans le cadre de Montréal Joue. C'est ça, on est allé là, puis on a pu l'essayer. On était 3 joueurs, puis c'est pas le genre de jeu qu'on joue beaucoup, là. C'était un jeu où il faut construire des structures avec des petites pièces en bois, un peu dextérité. Fait que ça a été vraiment le fun de l'essayer. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus, sorti en 2016. Les créateurs, c'est Jay Cormier et Sen Fung Lim. Un jeu de pretzel game de complexité faible. Le but est d'avoir le plus de points et la thématique, c'est la construction de structures avec des rebuts. Il y a toutes sortes de pièces là, de différentes formes, un pot à fleurs, des espèces de petites rondelles, différentes affaires. Plein d'affaires. Donc, je vais te laisser un peu expliquer comment ça fonctionne pour jouer. Assez simple comme jeu. On va, dans le fond, choisir des villes pour des expositions d'art, dans le fond, qu'on va construire. C'est nous qui construisons les œuvres d'art. On peut soit choisir juste une ville si on veut jouer 15-20 minutes, ou choisir une série de villes qu'on va faire, puis on va accumuler plus de points. C'est comme des défis, un peu, les villes. C'est ça. Puis, il y a des règles spécifiques à chaque ville. Donc, chaque ville va avoir... tu peux pas faire telle affaire de telle façon, ou la structure la plus haute fait plus de points, ou tu vas contraindre les adversaires. En tout cas, il y a différentes règles. Des fois, il faut jouer une pièce au tour à tour, puis celui qui fait tomber, il va perdre, des affaires comme ça. Des fois, c'est le plus vite possible, où on joue tous sur la même structure. Donc, il y a plusieurs variantes qui sont très, très le fun les unes par rapport aux autres. Tout ça va nous attribuer des points qu'on va à la fin d'une ville, puis le joueur qui a le plus de points à la fin gagne. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme des votes, je pense, ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus comment ils appelaient ça, leurs points, mais c'est un système, c'est ça, de vote du public, genre. Qu'est-ce qui est bon dans ce jeu-là? L'appréciation, je trouve les pièces de bois sont vraiment cool. Là, c'est beaucoup de couleurs. Sont quand même de bonne qualité aussi. De très bonne qualité même. Là. Ça fait aussi que le jeu est dispendieux. C'est ce que j'ai trouvé. Là. Je pense que ça se trouve à 80$ dans ces environs-là. C'est sûr qu'avec ce montant-là, on peut avoir un jeu très complexe qui va nous procurer des heures et des heures de plaisir, mais celui-là, je pense que c'est intéressant. C'est aussi intéressant de l'avoir dans notre collection parce que tu peux sortir ça n'importe quand puis tu vas avoir du fun avec tout le monde. Puis c'est un peu party, mais tu sais, pas tant que ça non plus, mais tu sais, c'est juste drôle. Ça peut être vraiment très bien. Puis justement, comme on disait, tu peux jouer soit une ville ou plusieurs villes. Il y a des villes qui sont plus longues, il y a des villes en 5 minutes c'est fait. Tu sais, ça dépend vraiment de chacun des choix de scénario. C'est quand même c'était pas toujours facile, je pense. Il y a des pièces qui sont assez spéciales. Des fois, c'était le fun
dans des scénarios, tu pouvais donner une pièce vraiment difficile à placer à quelqu'un, puis là, il savait pas trop où la mettre sur sa structure, puis là, ça le faisait planter, ou tu sais, c'est vraiment, le choix des pièces est quand même intéressant. Là. Ouais. Puis même, il y a même, je pense, les boules, je pense qu'elles sont pas rondes au complet, mais pas loin. Elle avait un petit plat, une petite base plate, juste pour dire qu'on peut la faire tenir, là, mais faut essayer de la mettre quelque part qu'elle bougera pas trop. Ouais. Il y a plusieurs pièces qui sont embêtantes, là, avec des rondeurs, puis... avec les structures qu'on a faites, là, c'était quand même périlleux des fois nos affaires, puis ça tenait quand même, là. C'était pas évident, mais moi j'ai vraiment bien apprécié ce petit jeu-là. Moi aussi, cool. Puis on a vraiment eu du fun, là. Moi, ça serait sur ma liste là, de jeux à acheter pour pouvoir jouer avec un peu n'importe qui, puis avoir du plaisir, puis que ça prenne pas trop longtemps, puis c'est facile à apprendre, c'est pas compliqué à comprendre non plus. Tu sais, on est arrivé là-bas, puis on avait personne pour expliquer les règles, on a checké un peu vite, puis c'était fait, ça, c'était une page de règles. Puis après ça, tu vas selon la ville, mais ça, c'était vraiment très, très simple à comprendre. Moi, je pense que ça fait le tour pour Junkheart. Un petit jeu vraiment très intéressant. On va conclure l'épisode avec le projet québécois. Donc, pour cet épisode-ci, c'est le site passionboardgames.com, qui est un site qui a été créé au début du mois de mars par Jean-Philippe et Jonathan de l'École du jeu, David de Professeur Board Game et Martin de Zone Jeux de Société. Donc, ils ont fait ensemble, les 4 ensemble, un site web pour regrouper leur contenu de leur chaîne, en plus d'écrire, pour pouvoir écrire aussi des articles. Ils ont aussi, donc sur le site, il y a de l'actualité, des critiques, des événements, des vidéos, podcasts, c'est nous. Et c'est ça justement, je dis c'est nous, mais oui, plusieurs collaborateurs contribuent à ce site-là. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une dizaine de personnes en extra de eux qui écrivent des articles, publient aussi leurs vidéos. Donc c'est vraiment un site pour avoir beaucoup de contenu. Dire ce qu'on veut dire, si on a des critiques à faire, mais on n'avait pas la plateforme pour, donc ils l'offrent, c'est très bien pour ça. Je pense que vous pouvez encore leur écrire là, pour aller sur leur site passionboardgame.com et vous pouvez les contacter si vous voulez rejoindre, si vous êtes intéressé à faire des articles. Je ne sais pas s'ils recrutent encore ou quoi que ce soit, mais vous pouvez toujours prendre la chance. Il y a toujours du nouveau contenu à chaque jour. Et aussi, ils ont commencé aussi, on a parlé tantôt, vidéo collaborative de coup de cœur du mois. Et je pense qu'ils ont fait aussi d'autres événements de leur à leur 4. Moi, j'ai participé à leur coup de cœur du mois. J'ai vraiment très bien apprécié ça. Puis j'imagine que je vais participer dans les mois suivants. Donc c'est ça, allez voir ça, passionboardgame.com, un nouveau site intéressant, il y a beaucoup de contenu sur l'actualité des jeux de société, des critiques, des événements, des vidéos, tout ce que vous voulez, vous pouvez le retrouver là. Donc on va terminer l'épisode là-dessus. Si vous voulez nous suivre, nous écouter, donc vous pouvez le faire sur Facebook, on a une page Board Game Québec. Allez la liker, on a dépassé d'ailleurs merci, on a dépassé les 400 mentions j'aime récemment, donc c'est très apprécié, puis n'hésitez pas à partager à vos amis si vous connaissez d'autres gens qui aiment les podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Board Game QC sur Instagram et toutes les différentes plateformes là, pour écouter les podcasts comme iTunes et Google Play Music. Et vous pouvez aussi nous écouter directement sur notre site web à boardgamequebec.com. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine fois. Merci, bye bye. Et merci pour votre écoute et on se revoit dans le prochain épisode.